À 17h45, Margaret Thornfield buvait tranquillement son thé dans le salon. À 18h, elle avait disparu sans laisser de traces, et la tasse encore chaude contenait quelque chose qui allait horrifier toute l'Angleterre. Bonjour, mes détectives en herbe. Aujourd'hui, je vous emmène dans un mystère si troublant que même Miss Jane Marple elle-même en a perdu le sommeil. Une disparition impossible, une famille respectée détruite et un secret si sombre qu'il a failli ne jamais voir le jour. Dites-moi dans les commentaires, pensez-vous qu'on puisse vraiment faire disparaître quelqu'un en plein jour sans que personne ne s'en aperçoive? Restez jusqu'à la fin, car la vérité derrière cette affaire va vous glacer le sang. Et ce que Miss Marple découvre dans le jardin du presbytère changera votre vision des petits villages anglais pour toujours. Le brouillard de septembre enveloppait Saint-Mary-Mead d'un voile mystérieux ce mardi matin, quand Miss Jane Marple reçut la visite la plus troublante de sa longue carrière de détective amateur. Le révérend Léonard Clément se tenait sur le seuil de sa porte, le visage livide, ses mains tremblant comme des feuilles d'automne dans le vent. Ses yeux, habituellement si doux et bienveillants, reflétaient une terreur primitive que la vieille dame n'avait vue que dans les moments les plus sombres de l'humanité. « Miss Marple, bégaya-t-il, sa voix se brisant comme du verre fragile, « il faut que vous m'aidiez. Margaret, ma sœur Margaret, elle a disparu. » Les mots sortirent de sa bouche avec la difficulté d'un homme qui se noie, chaque syllabe pesant le poids d'un monde qui s'effondrait. Miss Marple, malgré ses 80 ans bien sonnés, sentit immédiatement que cette affaire dépasserait tout ce qu'elle avait connu jusqu'alors. Elle invita le vicaire à s'asseoir dans son salon douillet, où les rayons du soleil matinal filtraient à travers les rideaux de dentelle, créant une atmosphère presque irréelle. Le contraste entre la sérénité de la pièce et l'angoisse palpable de son visiteur était saisissant. Margaret Thornfield, âgée de 52 ans, était arrivée la semaine précédente pour une visite de routine chez son frère, comme elle le faisait chaque automne depuis 15 ans. « Racontez-moi tout depuis le début. »« Léonard, » dit Miss Marple de sa voix apaisante, tout en versant le thé dans sa plus belle porcelaine. Le révérend prit une profonde inspiration, ses mains serrées si fort que ses jointures blanchissaient. Hier soir, vers 17h45, Margaret prenait le thé dans le salon du presbytère, seule, pendant qu'il terminait ses préparatifs pour le service du soir. La routine était immuable. Elle aimait ce moment de solitude avec sa tasse de Earl Grey et son livre de poésie. À 18h précises, il était retourné la chercher pour le dîner, mais le salon était vide. La tasse de thé encore tiède reposait sur la table basse, à côté d'un livre ouvert à la page qu'elle lisait. Ses lunettes de lecture gisaient sur le tapis, comme si elles étaient tombées dans la précipitation. Aucun signe de lutte, aucune trace de départ volontaire. Juste cette absence soudaine et inexplicable qui défiant toute logique. J'ai fouillé toute la maison, appelé tous nos voisins, contacté la police, continua le révérend, sa voix prenant des intonations désespérées. Personne ne l'a vue partir. C'est comme si elle s'était volatilisée dans les airs. Miss Marple, comment est-ce possible? Les larmes commençaient à perler dans ses yeux, transformant cet homme d'ordinaire si fort et si rassurant en une image de vulnérabilité humaine. Miss Marple observait attentivement le visage du vicaire, notant chaque détail, chaque micro-expression qui pourrait trahir un mensonge ou révéler une vérité cachée. Dans sa longue expérience, elle avait appris que les disparitions impossibles cachaient toujours des explications très humaines, souvent plus sombres qu'on ne voulait l'admettre. Quelque chose, dans le ton du révérend, une hésitation imperceptible, une façon d'éviter son regard par moments, éveillait en elle cette intuition particulière qui ne la trompait jamais. « Léonard, » dit-elle doucement, posant sa tasse avec une délicatesse calculée, « y a-t-il quelque chose que vous ne me dites pas? Quelque chose concernant Margaret? Ou peut-être quelque chose concernant vous? »
La question flotta dans l'air comme une épée de Damoclès, et Miss Marple vit immédiatement que son instinct ne l'avait pas trompée. Le visage du vicaire se figea, et dans ses yeux passa une ombre qui confirma ses soupçons les plus terribles. L'après-midi même, Miss Marple se rendit au presbytère, accompagnée de son fidèle parapluie et d'une détermination qu'aucune de ses 80 années n'avait émoussée. La demeure victorienne se dressait majestueusement au cœur du village, ses briques rouges patinées par le temps et ses fenêtres à meneaux qui semblaient observer les passants avec une bienveillance séculaire. Pourtant, aujourd'hui, quelque chose d'indéfinissable pesait sur cette maison, habituellement si accueillante, comme si les murs eux-mêmes gardèrent le secret de la disparition de Margaret. Le révérend Clément l'accueillit avec un mélange de soulagement et d'appréhension, visible sur son visage fatigué. Il avait visiblement passé une nuit blanche, ses cheveux grisonnants en bataille, et ses vêtements froissés, trahissant son état d'esprit. Miss Marple remarqua immédiatement que sa main tremblait légèrement quand il lui ouvrit la porte, détail qui ne lui échappa pas, et qu'elle rangea soigneusement dans sa mémoire, déjà riche en observations pertinentes. « Montrez-moi le salon où Margaret a disparu », demanda-t-elle, sans préambule, sa voix ferme, masquant la compassion qu'elle ressentait pour cet homme brisé par l'angoisse. Le révérend la conduisit dans une pièce spacieuse, aux meubles anciens, où régnait encore le parfum délicat du thé Earl Grey, mélangé à l'odeur de cire d'abeille, des meubles bien entretenus. Sur la table basse, en acajou, la tasse et la soucoupe avaient été laissées exactement comme il les avait trouvées, témoins silencieux d'un mystère qui défiait l'entendement. Miss Marple s'agenouilla avec une agilité surprenante pour examiner les lunettes tombées sur le tapis persan aux motifs complexes. Leur position suggérait effectivement une chute précipitée, mais quelque chose dans l'angle ne collait pas avec un mouvement naturel de panique. Elle observa ensuite la tasse, notant que le thé n'avait pas été terminé. Il restait environ un tiers de liquide ambré au fond, ce qui était inhabituel pour quelqu'un d'aussi méthodique que Margaret, selon les descriptions de son frère. Le livre ouvert était un recueil de poésie de Wordsworth, et Miss Marple nota avec intérêt que la page marquée contenait un poème sur la perte et le deuil. Coïncidence troublante ou message subtil laissé par Margaret elle-même. La vieille dame tournait délicatement les pages quand elle découvrit, glissé entre deux feuilles, un petit morceau de papier sur lequel était griffonnée une adresse qu'elle ne reconnut pas. 15 Elm Grove, Little Wickham, samedi 21h. Léonard, appela-t-elle doucement, brandissant le papier. « Connaissez-vous cette adresse ?» Le visage du vicaire se décomposa instantanément, passant du blanc au rouge, puis de nouveau au blanc, en l'espace de quelques secondes. Sa réaction était si violente qu'il dut s'appuyer contre le manteau de la cheminée pour ne pas vaciller, confirmant à Miss Marple que cette découverte était cruciale pour résoudre le mystère. « Je ne... » bégaya-t-il, incapable de terminer sa phrase, ses yeux fixant le sol comme s'il espérait y trouver une échappatoire. Miss Marple comprit immédiatement qu'elle venait de toucher le cœur du problème. Cette vérité que le révérend tentait désespérément de cacher depuis le début de leur conversation. Little Wickham était un village voisin, à peine à 20 minutes de voiture, mais elle n'y était jamais allée et ne connaissait personne qui y habitait. Léonard Clément, dit-elle de sa voix la plus autoritaire, celle qu'elle réservait aux moments cruciaux de ses enquêtes. Il est temps de me dire la vérité, toute la vérité. Le silence qui suivit fut si lourd qu'on aurait pu le couper au couteau, ponctué seulement par le tic-tac régulier de l'horloge grand-père dans le hall, qui semblait compter les secondes d'un mensonge qui ne pouvait plus durer. L'aveu, quand il vint enfin, fut si choquant que même Miss Marple, pourtant habituée aux pires turpitudes humaines, en resta sans voix pendant plusieurs secondes. Margaret n'était pas seulement venue pour une visite de routine. Elle était venue pour faire chanter son propre frère, menaçant de révéler un secret si terrible qu'il pourrait détruire non seulement sa carrière, mais toute sa vie.
et celle de sa famille. La confession du révérend Clément se déversa comme un torrent longtemps contenu, chaque mot prononcé avec la douleur de quelqu'un qui se libère enfin d'un fardeau trop lourd à porter. Il y a 3 ans, lors d'une période de terrible dépression suite à la mort de sa femme, il avait commis une erreur monumentale qui hantait chacune de ses nuits depuis. Margaret l'avait découvert par hasard l'année dernière, en fouillant dans ses affaires lors d'une précédente visite. Et depuis, elle exploitait cette information avec une cruauté que Miss Marple n'aurait jamais soupçonnée chez une femme. D'apparence si respectable, le secret était d'une nature si délicate que Léonard avait préféré se ruiner financièrement plutôt que de voir sa réputation détruite et sa paroisse scandalisée. Margaret exigeait des sommes de plus en plus importantes, menaçant à chaque refus de tout révéler aux autorités ecclésiastiques et à la presse locale. La veille de sa disparition, elle était venue avec une dernière demande, 5 000 livres, une somme astronomique que le pauvre vicaire ne pouvait absolument pas réunir sans vendre le presbytère familial. Elle était devenue différente, murmura Léonard, ses mains tremblant comme des feuilles mortes. Ce n'était plus la sœur aimante que j'avais connue toute ma vie. L'argent l'avait transformée en quelque chose de monstrueux. Ses yeux brillaient d'une cupidité qui me glaçait le sang à chaque fois qu'elle me regardait. Miss Marple écoutait avec attention, notant que cette transformation de Margaret correspondait parfaitement à certains profils psychologiques qu'elle avait étudiés dans ses lectures criminologiques. Le rendez-vous à Little Wickham était avec un certain Mr. Harrison, un journaliste de scandale que Margaret avait contacté pour vendre son histoire au plus offrant si Léonard refusait de payer. Cette menace ultime avait poussé le vicaire dans ses derniers retranchements, créant une situation explosive dont Miss Marple commençait à entrevoir les terrifiantes implications. L'adresse trouvée dans le livre n'était donc pas un indice laissé par hasard, mais la preuve d'un plan soigneusement orchestré pour détruire définitivement son frère. « Que s'est-il passé hier soir, Léonard ?» demanda Miss Marple, sa voix douce mais implacable. « Et ne me mentez plus, car je crois que la vie de Margaret en dépend peut-être encore. » Le révérend leva vers elle des yeux remplis de larmes et de désespoir, semblant peser chaque mot avant de le prononcer, conscient que sa réponse pourrait le mener tout droit vers la potence ou vers la rédemption. Je lui ai mis quelque chose dans son thé, avoua-t-il dans un souffle à peine audible, les mots sortant de sa bouche comme des pierres qui lui déchiraient de la gorge. Pas pour la tuer, Miss Marple, je le jure devant Dieu, juste pour l'endormir, pour l'empêcher d'aller à ce rendez-vous. Je pensais que si elle ratait cette entrevue, j'aurais le temps de trouver une autre solution, de la raisonner peut-être. Miss Marple sentit son sang se glacer dans ses veines. Un somnifère dans le thé expliquait la disparition soudaine, mais soulevait des questions encore plus terrifiantes. Où était Margaret maintenant? Dans quel état se trouvait-elle? Et surtout, Léonard disait-il la vérité sur ses intentions, ou cachait-il encore quelque chose de plus sinistre? La vieille dame réalisa qu'elle se trouvait peut-être face à un meurtre déguisé en disparition, et que le temps pressait plus que jamais. Le révérend la conduisit dans son bureau, où il conservait une petite pharmacie personnelle, héritée de son défunt père médecin. Dans un tiroir fermé à clé, il lui montra un flacon de laudanum, cette teinture d'opium que les médecins prescrivaient encore parfois pour les cas de douleurs extrêmes. Il n'en avait versé que quelques gouttes dans le thé, assurait-il, juste assez pour provoquer un sommeil profond de quelques heures. Pas assez pour tuer une femme en bonne santé comme Margaret, mais Miss Marple, avec son expérience des empoisonnements accidentels et volontaires, savait que le laudanum était imprévisible, surtout sur une femme de 52 ans, au cœur peut-être fragile. La frontière entre une dose somnifère et une dose mortelle était parfois si mince qu'elle tenait à quelques gouttes près, et dans l'état de panique où se trouvait Léonard, il avait très bien pu commettre une erreur fatale sans s'en rendre compte. L'urgence de la situation poussa Miss Marple
à organiser immédiatement des recherches systématiques dans toute la propriété du presbytère et ses environs. Si Margaret s'était endormie sous l'effet du laudanum, elle devait forcément se trouver quelque part, dans un rayon proche de la maison, à moins que quelqu'un ne l'ait déplacée pendant son sommeil artificiel. Cette dernière hypothèse glaçait le sang de la vieille dame, car elle impliquait soit la complicité de Léonard dans un enlèvement, soit l'intervention d'un tiers qui aurait profité de la situation pour ses propres fins sinistres. Le révérend, dans un état de nervosité extrême, la guida d'abord à travers toutes les pièces du presbytère, depuis les caves humides jusqu'aux combles poussiéreuses, où s'entassaient les souvenirs de générations de vicaires. Chaque placard fut fouillé, chaque recoin exploré, mais aucune trace de Margaret ne fut découverte dans les murs épais de la vieille demeure. Miss Marple nota cependant que plusieurs tapis semblaient avoir été récemment nettoyés, détail troublant qui éveilla immédiatement ses soupçons sur les véritables activités de Léonard pendant cette nuit d'angoisse. C'est en inspectant le jardin que la situation prit un tour dramatique. Derrière la maison s'étendait un vaste terrain, entretenu avec soin, où alternaient pelouse parfaitement tondue, massif de roses et potager familial. Au fond du jardin, près de l'ancien puits désaffecté, Miss Marple remarqua une zone où la terre semblait fraîchement remuée, malgré les efforts évidents qui avaient été faits pour camoufler cette anomalie en y plantant quelques chrysanthèmes aux couleurs vives. « Léonard, dit-elle d'une voix qui ne tremblait pas malgré l'horreur de ses soupçons, qu'avez-vous fait dans cette partie du jardin récemment ?» Le visage du vicaire devint d'une pâleur cadavérique, et elle comprit immédiatement qu'elle venait de mettre le doigt sur la vérité la plus terrible. Ses jambes se mirent à trembler si violemment qu'il dut s'appuyer contre un arbre pour ne pas s'effondrer, confirmant tous les pires scénarios que l'esprit déductif de Miss Marple avait échafaudés. Elle ne s'est pas endormie comme prévu, bégaya-t-il, les larmes coulant librement sur ses joues creusées par l'angoisse. Quand je suis revenu la voir 1 heure plus tard, elle était... Il ne put terminer sa phrase, mais Miss Marple comprit avec une clarté terrible ce qui s'était passé. Le laudanum avait causé une réaction fatale, et Léonard, pris de panique, avait tenté de dissimuler les preuves de son crime involontaire. Miss Marple sentit son cœur se briser pour cet homme qu'elle connaissait depuis des années, homme intègre poussé au crime par le désespoir et le chantage. Mais sa compassion ne devait pas l'empêcher de faire son devoir, et elle savait qu'il fallait appeler immédiatement la police pour faire exhumer le corps et établir les circonstances exactes de cette mort tragique. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, devait éclater au grand jour pour que justice soit rendue à Margaret, malgré ses défauts et ses actions répréhensibles. Cependant, au moment où elle s'apprêtait à se diriger vers la maison pour téléphoner aux autorités, un détail l'arrêta net dans sa progression. Les chrysanthèmes fraîchement plantés étaient tous du même type, des variétés d'automne, aux pétales jaunes et bronzes. Mais l'un d'eux présentait une particularité troublante. Ses racines dépassaient encore légèrement du sol, comme s'il avait été planté dans une précipitation extrême. Cette observation apparemment anodine déclencha dans l'esprit de Miss Marple une cascade de déductions qui allait bouleverser complètement sa compréhension de l'affaire. Et se penchant pour examiner plus attentivement cette anomalie botanique, elle découvrit quelque chose qui la figea sur place. Un fragment de tissu bleu marine, probablement arraché à un vêtement, était pris dans les racines du chrysanthème mal planté. Or, Léonard lui avait précisé que Margaret portait ce jour-là une robe bleu marine, son costume habituel pour les sorties formelles. Cette découverte confirmait tragiquement que le corps de la malheureuse femme reposait bien sous cette terre fraîchement retournée, victime d'un empoisonnement accidentel mais néanmoins fatal. Mais Miss Marple était une femme d'expérience, et quelque chose dans cette mise en scène trop parfaite continuait à la troubler. Léonard était certes capable d'avoir empoisonné sa sœur par accident, mais était-il vraiment capable de l'enterrer dans son jardin avec un sang-froid suffisant
pour planter des fleurs par-dessus, cette question lancinante l'amena à reconsidérer entièrement sa théorie de départ et à se demander si le révérend lui disait vraiment toute la vérité sur les événements de cette soirée tragique. Miss Marple décida de ne pas appeler immédiatement la police, son instinct lui dictant qu'il manquait encore des pièces essentielles au puzzle de cette affaire complexe. Elle demanda à Léonard de l'accompagner jusqu'au commissariat de Little Wickham pour interroger ce mystérieux Mr. Harrison qui devait rencontrer Margaret le soir de sa disparition. Le trajet en voiture se déroula dans un silence pesant, ponctué seulement par les sanglots étouffés du révérend qui semblait se préparer mentalement à confesser son crime aux autorités compétentes. Mr. Harrison se révéla être un homme grassouillé, au visage rubicond, dont les bureaux sentaient le tabac froid et l'alcool bon marché. Journaliste de scandale depuis 30 ans, il avait bâti sa réputation douteuse sur les révélations compromettantes concernant des personnalités locales, et son carnet d'adresses était rempli de secrets inavouables que lui vendaient des informateurs peu scrupuleux. Quand Miss Marple mentionna le nom de Margaret Thornfield, ses petits yeux porcins s'allumèrent d'une lueur gourmande qui confirmait l'existence du rendez-vous fatal. « Oh oui, je devais la voir hier soir », confirma-t-il en rallumant sa pipe éteinte, une histoire croustillante sur son frère le vicaire, des photos compromettantes avec une femme mariée de la paroisse, du chantage familial, tout ce que mes lecteurs adorent. Miss Marple sentit son sang se glacer en entendant ces détails sordides qui révélaient l'ampleur véritable du chantage exercé par Margaret. Léonard avait donc eu une liaison avec une paroissienne mariée, péché mortel pour un homme d'église qui expliquait son désespoir et sa vulnérabilité face aux menaces de sa sœur. Mais Harrison révéla un détail troublant. Margaret ne s'était jamais présentée au rendez-vous de 21 heures, ce qui l'avait surpris car elle lui avait paru très motivée lors de leur conversation téléphonique de l'après-midi. Plus étonnante encore, vers 22h30, une femme correspondant à sa description était passée devant ses bureaux en compagnie d'un homme grand et mince, semblant se diriger vers la gare de Little Wickham. Cette information bouleversait complètement la version des faits présentée par Léonard et relançait l'enquête dans une direction totalement inattendue. Miss Marple demanda à Harrison s'il pourrait reconnaître l'homme qui accompagnait Margaret, mais l'éclairage nocturne et la distance ne lui avaient permis que d'apercevoir une silhouette élégante, portant un manteau sombre et un chapeau. Cependant, il se souvenait parfaitement de la démarche de la femme, qu'il avait observée attentivement lors de leur précédente entrevue. Une légère claudication due à une ancienne blessure à la cheville gauche, détail caractéristique que Léonard confirma immédiatement comme étant effectivement une particularité de sa sœur Margaret. Le voyage de retour vers St. Mary Mead se déroula dans une atmosphère électrique, Miss Marple réfléchissant intensément aux implications de cette nouvelle information. Si Margaret était bien vivante à 22h30, cela signifiait que Léonard mentait sur les circonstances de sa disparition, ou du moins, qu'il ne connaissait pas toute la vérité sur ce qui s'était passé ce soir-là. La terre fraîchement retournée dans le jardin, cachait-elle vraiment le corps de Margaret? Ou était-ce une mise en scène destinée à faire croire à sa mort? Cette hypothèse ouvrait des perspectives encore plus troublantes. Si Margaret était vivante et avait mis en scène sa propre disparition, dans quel but l'avait-elle fait? Voulait-elle faire accuser son frère de meurtre pour se venger de sa résistance à ses exigences financières? Ou bien était-elle tombée dans un piège tendu par quelqu'un d'autre, quelqu'un qui connaissait son plan de chantage et avait décidé d'en profiter pour ses propres machinations? Miss Marple sentait qu'elle approchait du cœur du mystère, mais que les révélations les plus choquantes l'attendaient encore. En arrivant au presbytère, elle demanda à Léonard de lui montrer exactement où il avait trouvé Margaret inconsciente, après lui avoir donné le somnifère. Le révérend la conduisit dans sa bibliothèque, une pièce sombre, aux murs couverts de livres anciens, où se trouvait un canapé de cuir rouge
sur lequel il affirmait avoir découvert sa sœur, apparemment sans vie. Miss Marple examina attentivement le meuble, notant l'absence totale de traces de lutte ou même de désordre, ce qui correspondait parfaitement à un endormissement paisible sous l'effet du laudanum. Mais en soulevant les coussins du canapé, elle découvrit quelque chose qui la fit tressaillir. Une petite fiole vide qui sentait encore légèrement l'amande amère, odeur caractéristique du cyanure. Cette découverte changeait complètement la donne et suggérait que Margaret n'était pas morte du laudanum, mais d'un poison bien plus violent et rapide, ce qui impliquait une préméditation et une méthode que Léonard ne possédait certainement pas. Le mystère s'épaississait de minute en minute, et Miss Marple comprenait qu'elle se trouvait face à un crime beaucoup plus complexe qu'elle ne l'avait initialement supposé. La découverte de la fiole de cyanure obligea Miss Marple à reconsidérer entièrement sa théorie sur la disparition de Margaret Thornfield. Léonard, interrogé sur cette fiole, jura ses grands dieux ne l'avoir jamais vue et ne posséder aucun produit chimique de ce type dans sa maison. Sa réaction semblait sincère, et Miss Marple commença à soupçonner qu'une tierce personne était intervenue dans cette affaire, profitant peut-être du plan d'empoisonnement au laudanum pour commettre un meurtre parfait en faisant accuser le révérend. Cette possibilité ouvrait un champ d'investigation complètement nouveau et infiniment plus dangereux. Miss Marple demanda à Léonard de lui fournir la liste complète de toutes les personnes qui connaissaient l'existence du chantage exercé par Margaret, ainsi que l'identité de la femme mariée avec laquelle il avait eu cette liaison compromettante. Le révérend hésita longuement, avant de révéler qu'il s'agissait de Mrs. Dolores Bantry, l'épouse du colonel Arthur Bantry, un couple respecté du village, dont la réputation irréprochable n'avait jamais été mise en doute par quiconque. Cette révélation choqua profondément Miss Marple, qui connaissait les Bantry depuis des années, et n'aurait jamais soupçonné une telle liaison clandestine. La liaison avait duré 6 mois, expliqua Léonard, avec la honte peinte sur le visage, pendant une période où le colonel Bantry était en mission diplomatique prolongée en Inde. Dolores, seule et désemparée, avait trouvé refuge dans les bras compatissants du vicaire lors de séances de consolation spirituelle qui avaient dérapé vers l'intimité physique. Margaret avait découvert leur secret en surprenant une de leurs rencontres lors d'une visite impromptue au presbytère, et depuis, elle utilisait cette information comme une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Miss Marple réalisa immédiatement que Mrs. Bantry avait autant de raisons que Léonard de vouloir faire taire Margaret définitivement. La révélation de cette liaison aurait détruit son mariage, sa position sociale, et probablement poussé son mari, homme d'honneur et de tradition militaire, à demander le divorce dans des conditions humiliantes. De plus, Dolores Bantry avait largement les moyens financiers et les connexions nécessaires pour se procurer du cyanure, poison, que certains collectionneurs utilisaient encore pour préserver leurs spécimens entomologiques. Cette nouvelle piste obligea Miss Marple à envisager un scénario beaucoup plus sophistiqué. Et si Dolores Bantry avait découvert le plan de Léonard d'endormir Margaret avec du laudanum et en avait profité pour administrer le cyanure à la victime inconsciente, cela expliquerait pourquoi Margaret avait été vue vivante vers 22h30 à Little Wickham. Ce n'était pas elle, mais Dolores Bantry déguisée, créant un faux alibi pour Margaret, tout en se débarrassant du véritable corps ailleurs. Cette théorie était diaboliquement ingénieuse et correspondait parfaitement à l'intelligence froide que Miss Marple avait toujours soupçonnée chez Mrs. Bantry. Pour vérifier ses soupçons, Miss Marple se rendit immédiatement chez les Bantry, sous prétexte d'une visite de courtoisie. Elle fut reçue par Dolores elle-même, une femme élégante de 45 ans, aux cheveux châtains parfaitement coiffés et aux manières irréprochables de l'aristocratie anglaise. Pourtant, Miss Marple nota immédiatement quelque chose d'inhabituel dans son comportement, une nervosité subtile qui transparaissait dans ses gestes trop précis et son sourire légèrement forcé. Ses mains,
habituellement si assurée lors des réunions paroissiales, tremblait imperceptiblement quand elle versait le thé. La conversation commença de manière anodine, Miss Marple s'enquérant de la santé du colonel et des nouvelles de leur fille, mariée en Écosse. Mais quand elle mentionna innocemment la disparition troublante de Margaret Thornfield, elle vit passer dans les yeux de Dolores une lueur qui confirma tous ses soupçons. Cette femme en savait bien plus qu'elle ne voulait l'admettre, et sa réaction trahissait une culpabilité que 20 années d'observation humaine avaient appris à Miss Marple à déceler infailliblement. « Comme c'est terrible pour le pauvre révérend Clément », murmura Dolores d'une voix soigneusement modulée, mais Miss Marple perçut la fausseté de cette compassion artificielle. « J'espère qu'elle réapparaîtra bientôt saine et sauve, même si… » Elle laissa sa phrase en suspens, créant délibérément une ambiguïté qui suggérait qu'elle possédait des informations compromettantes sur Margaret. Cette technique de manipulation verbale révélait une intelligence calculatrice que Miss Marple n'avait jamais soupçonnée chez cette femme d'apparence si distinguée. Miss Marple décida de tendre un piège subtil à Dolores Bantry, en faisant semblant de connaître des détails sur l'affaire qu'elle ne possédait pas réellement. « J'ai appris que Margaret devait rencontrer quelqu'un à Little Wickham ce soir-là, » déclara-t-elle, en observant attentivement les réactions de son hôtesse. Heureusement, plusieurs témoins l'ont vue dans le village vers 22h30, ce qui prouve qu'elle était encore vivante, bien après l'heure de sa disparition présumée. Cette information, qu'elle présenta comme un fait établi, eut l'effet escompté sur Dolores. Le visage de Mrs. Bantry se figea pendant une fraction de seconde, trahissant une surprise qui ne pouvait s'expliquer que par une connaissance intime des véritables événements de cette soirée. Si elle était innocente, cette information aurait dû la rassurer et lui donner de l'espoir concernant le sort de Margaret. Au lieu de cela, elle sembla paniquée par cette révélation, confirmant à Miss Marple que son déguisement nocturne avait effectivement été repéré par des témoins qu'elle croyait absents ou inattentifs. « Des témoins ?» répéta Dolores d'une voix blanche. « Vous êtes certaine qu'il s'agissait bien de Margaret ?» Cette question révélatrice prouvait qu'elle connaissait parfaitement l'identité de la personne aperçue à Little Wickham, puisque c'était elle-même qui avait joué ce rôle dans sa mise en scène macabre. Miss Marple sentit l'excitation de la chasse se répandre dans ses veines, cette sensation familière qu'elle éprouvait toujours quand elle approchait de la solution d'un mystère complexe. Pour enfoncer le clou, Miss Marple ajouta négligemment « Oh oui, le témoin a même remarqué sa claudication caractéristique à la cheville gauche, détail que seules les personnes proches de Margaret pouvaient connaître et reproduire. » Cette fois, Dolores ne put dissimuler sa pâleur cadavérique, comprenant que son subterfuge avait été percé à jour. Elle avait cru que cette imitation de la démarche de Margaret renforcerait la crédibilité de son déguisement. Mais c'était précisément ce détail qui la trahissait maintenant. Le silence qui suivit fut si lourd que Miss Marple put presque entendre les rouages de l'esprit de Dolores tourner à toute vitesse, cherchant désespérément une explication plausible à cette situation compromettante. Finalement, avec un sourire crispé, elle tenta de sauver les apparences. Comme c'est étrange, il devait s'agir d'une autre personne, présentant une ressemblance fortuite avec Margaret. Mais sa voix manquait totalement de conviction, et Miss Marple comprit qu'elle était prête à passer aux aveux sous peu. « Dolores », dit Miss Marple, de sa voix la plus douce, mais la plus implacable. « Où avez-vous caché le corps de Margaret Thornfield ?» La question tomba comme un coup près, brisant définitivement le masque de respectabilité derrière lequel s'abritait la meurtrière. Dolores Bantry s'effondra littéralement dans son fauteuil, toutes ses défenses psychologiques cédant sous le poids de la culpabilité et de la peur d'être découverte. Les aveux qui suivirent révélèrent un plan d'une sophistication diabolique. Dolores avait effectivement découvert l'intention de Léonard d'endormir Margaret
avec du laudanum, information qu'elle avait obtenue en surprenant une conversation téléphonique entre le révérend et son médecin personnel. Voyant là une opportunité inespérée de se débarrasser définitivement de la femme qui menaçait de détruire sa vie, elle avait décidé d'intervenir avec un poison bien plus radical et définitif. Pendant que Margaret dormait sous l'effet du laudanum dans la bibliothèque du presbytère, Dolores s'était introduite discrètement dans la maison par la porte de service dont elle connaissait l'emplacement de la clé depuis ses rendez-vous clandestins avec Léonard. Elle avait alors administré une dose massive de cyanure à la femme inconsciente, s'assurant ainsi de sa mort rapide et silencieuse, avant de transporter le corps dans sa propre voiture, garée à l'abri des regards indiscrets derrière la haie du presbytère. Le déguisement nocturne à Little Wickham faisait partie d'un plan minutieusement orchestré pour créer un faux alibi temporel à Margaret, suggérant qu'elle était encore vivante plusieurs heures après l'empoisonnement au laudanum. Dolores avait étudié les mouvements et la démarche de Margaret pendant des mois, se préparant méthodiquement à cette imposture qui devait faire accuser Léonard de mensonge et détourner les soupçons de sa propre personne. Cette préméditation froide et calculée révélait une personnalité psychopathique que personne n'avait jamais soupçonnée chez cette femme, d'apparence si distinguée. La confession complète de Dolores Bantry révéla l'ampleur terrifiante de sa manipulation et de sa cruauté. Après avoir empoisonné Margaret avec le cyanure, elle avait transporté le corps jusqu'à un ancien puits abandonné dans la lande de Dartmoor, à plus de 50 kilomètres de Saint-Mary-Mead, endroit qu'elle connaissait parfaitement pour y avoir fait de nombreuses promenades à cheval dans sa jeunesse. Le corps avait été lesté avec des pierres et précipité dans les profondeurs obscures du puits, garantissant qu'il ne serait jamais retrouvé par des promeneurs occasionnels ou des chercheurs bénévoles. Pour parfaire sa mise en scène, Dolores était ensuite retournée au presbytère pour y creuser la fausse tombe dans le jardin, utilisant les outils de jardinage de Léonard, et plantant les chrysanthèmes pour camoufler la terre fraîchement remuée. Cette partie du plan visait à faire croire que le révérend avait paniqué après la mort accidentelle de sa sœur et avait tenté de dissimuler le cadavre sur sa propre propriété, comportement typique d'un coupable amateur pris de panique devant l'ampleur de son crime. Miss Marple écoutait cette confession avec un mélange d'horreur et de fascination, admirant malgré elle l'intelligence diabolique déployée dans ce crime parfait. Dolores avait anticipé chaque réaction, chaque mouvement de Léonard, exploitant sa culpabilité concernant l'empoisonnement au laudanum pour le transformer en bouc émissaire idéal. Si Miss Marple n'avait pas poussé l'enquête au-delà des apparences, le pauvre révérend aurait été accusé de meurtre et probablement condamné à mort pour un crime qu'il n'avait pas commis. Pourquoi avoir pris de tels risques ? Demanda Miss Marple, cherchant à comprendre la psychologie de cette femme qui avait sacrifié sa moralité sur l'autel de sa respectabilité sociale. Dolores leva vers elle des yeux rougis par les larmes et la fatigue, semblant soudain avoir vieilli de 10 ans en quelques minutes. Sa réponse révéla la véritable profondeur de son égoïsme et de sa lâcheté. Elle préférait commettre un meurtre plutôt que d'affronter les conséquences sociales de ses actes adultères. Arthur rentre des Indes la semaine prochaine, murmura-t-elle d'une voix brisée. Si Margaret avait parlé, il m'aurait répudié publiquement. Mes enfants auraient été déshonorés, ma famille ruinée socialement. Je ne pouvais pas laisser cette femme détruire tout ce que j'avais construit pendant 25 ans de mariage. Irréprochable. Cette justification pathétique révélait une échelle de valeurs complètement inversée, où la préservation des apparences valait plus qu'une vie humaine. Miss Marple comprit alors qu'elle se trouvait face à un type de criminel particulièrement dangereux, celui qui tue, non par passion ou par cupidité, mais par pure vanité sociale. Dolores Bantry représentait cette bourgeoisie anglaise pour laquelle l'honneur familial et la réputation publique constituaient des valeurs absolues, justifiant tous les sacrifices, même les plus monstrueux. Cette mentalité expliquait la froideur méthodique
avec laquelle elle avait planifié et exécuté son crime. La question du cyanure fut rapidement élucidée. Dolores l'avait obtenue auprès de son frère entomologiste, sous prétexte de traiter une invasion d'insectes dans ses serres. Personne n'avait trouvé cette demande suspecte, car elle était connue pour sa passion du jardinage et ses connaissances étendues en botanique. Cette explication révélait encore une fois la préméditation minutieuse du crime, planifiée probablement depuis des semaines, dès que Margaret avait commencé à intensifier ses exigences de chantage. L'effondrement psychologique de Dolores fut spectaculaire à observer. Cette femme, qui avait maintenu un masque de respectabilité parfaite pendant des mois, se désintégra littéralement sous le poids de sa culpabilité, enfin révélée. Elle sanglotait de manière incontrôlable, réclamant le pardon de Léonard, suppliant Miss Marple de garder le secret pour épargner sa famille, proposant même de l'argent en échange du silence. Ces manifestations désespérées ne firent que confirmer à Miss Marple le caractère profondément égoïste et manipulateur de cette femme, qui, même prise la main dans le sac, continuait à ne penser qu'à elle-même. Miss Marple savait que le moment était venu d'appeler la police et de livrer cette meurtrière à la justice, mais elle éprouvait également une profonde tristesse en pensant aux nombreuses vies que ce crime allait détruire. Celle du colonel Bantry, qui découvrirait simultanément l'infidélité de sa femme et son crime, celle de leurs enfants qui porteraient à vie le fardeau de cette honte familiale, celle de Léonard, qui devrait vivre avec le poids de sa liaison adultère rendue publique. Le mal causé par Margaret Thornfield et ses chantages continuait à se propager comme une infection, détruisant tout sur son passage, même après sa mort. L'arrestation de Dolores Bantry provoqua un séisme dans la paisible communauté de St. Mary Mead, bouleversant à jamais l'image idyllique que les habitants se faisaient de leur village. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, alimentant les conversations de salon et les commérages de marché pendant des mois entiers. Comment cette femme, si respectable, pilier de la société locale et épouse modèle, avait-elle pu commettre un crime si atroce? Cette question taraudait tous les esprits et remettait en cause bien des certitudes sur la nature humaine. Le colonel Arthur Bantry, rappelé d'urgence des Indes, arriva 3 jours après l'arrestation de sa femme, le visage marqué par un voyage éprouvant et une incompréhension totale face aux événements qui avaient tant détruit sa famille. Miss Marple eut le cœur brisé en voyant cet homme droit et honorable découvrir simultanément l'infidélité de son épouse et son crime abominable. Sa dignité face à cette double trahison força l'admiration de tous, mais on pouvait lire dans ses yeux la mort d'une partie de son âme, que rien ne pourrait jamais ressusciter. Le révérend Léonard Clement, libéré de tout soupçon, mais rongé par la culpabilité de sa liaison adultère, demanda sa mutation dans une paroisse éloignée où personne ne connaîtrait son histoire. Sa confession publique de ses péchés, prononcée lors d'un sermon mémorable, marqua profondément sa congrégation qui découvrait la vulnérabilité humaine de celui qu'elle considérait comme un guide spirituel infaillible. Cette humilité retrouvée, née de la souffrance et du repentir sincère, lui valut paradoxalement le respect renouvelé de nombreux paroissiens qui reconnaissaient en lui leur propre fragilité. Miss Marple passa de nombreuses nuits à réfléchir aux leçons morales de cette affaire tragique. Le chantage exercé par Margaret Thornfield avait déclenché une spirale de violence qui avait finalement coûté la vie à la maître chanteuse elle-même, prouvant, une fois de plus, que le mal engendre inéluctablement le mal. Cependant, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine compassion pour Dolores Bantry, femme détruite par une société qui ne pardonnait aucune faiblesse féminine et poussée au crime par un système de valeurs rigide et impitoyable. Le procès de Dolores Bantry, qui se déroula 6 mois plus tard au tribunal d'assises du comté, attira une foule considérable de curieux et de journalistes avides de sensationnel. Miss Marple
cité comme témoin principal, dut revivre tous les détails de son enquête devant un public fasciné par cette histoire de passion, de chantage et de meurtre dans les couches les plus respectables de la société britannique. Son témoignage, précis et implacable, contribua largement à la condamnation de l'accusé à la prison à vie, sentence, qui épargna à Dolores la pendaison en raison des circonstances atténuantes liées au chantage dont elle était victime. Les enfants Bantry, un fils étudiant à Oxford et une fille mariée en Écosse, furent contraints de changer de nom et de s'expatrier pour échapper au scandale qui entachait désormais leur famille. Cette diaspora forcée illustrait tragiquement les dégâts collatéraux causés par les crimes passionnels, détruisant des innocents qui n'avaient d'autre tort que de porter le même nom que la coupable. Miss Marple correspondit régulièrement avec eux dans les années suivantes, offrant son soutien moral à ces jeunes gens brisés par les actions de leur mère. Le presbytère de Saint-Mary-Mead fut vendu aux enchères, aucun nouveau vicaire ne souhaitant s'installer dans cette demeure marquée par le scandale. La propriété fut rachetée par un riche industriel londonien qui en fit sa résidence secondaire, mais les habitants du village continuèrent longtemps à l'appeler la maison du crime, perpétuant ainsi la mémoire de cette tragédie qui avait bouleversé leur communauté paisible. La lande de Dartmoor, où reposait le corps de Margaret Thornfield, ne révéla jamais son secret, malgré plusieurs expéditions organisées par la police. Le puits abandonné dans lequel Dolores avait précipité sa victime était si profond et si inaccessible que les recherches furent rapidement abandonnées. Margaret Thornfield demeura donc officiellement disparue aux yeux de la loi, même si tout le monde connaissait son sort véritable, situation kafkaïenne qui ajouta une dimension surréaliste à cette affaire déjà extraordinaire. Miss Marple, malgré la satisfaction d'avoir résolu un mystère particulièrement complexe, garda toujours une certaine amertume concernant cette affaire, qui illustrait parfaitement les ravages causés par l'hypocrisie sociale et le conformisme aveugle. Elle avait découvert que sous le vernis de respectabilité de Saint-Mary-Mead se cachèrent des passions aussi destructrices que dans les quartiers les plus sordides de Londres. Leçon d'humanité qui enrichit considérablement sa compréhension de la nature humaine et de ses abîmes insondables. 10 ans après l'affaire Thornfield, Miss Marple, désormais nonagénaire mais toujours alerte, recevait dans son salon la visite du jeune inspecteur Dermot Cradock, son neveu par alliance, qui souhaitait recueillir ses souvenirs sur cette enquête devenue légendaire dans les annales criminelles britanniques. Assis près de la cheminée où crépitait un feu de bois, entouré par l'atmosphère feutrée de cette maison témoin de tant de mystères élucidés, ils évoquèrent ensemble les leçons durables de cette tragédie qui avait marqué si profondément la communauté de Saint-Mary-Mead. « Vous savez, Dermot, » confia Miss Marple en sirotant son thé Earl Grey dans la même porcelaine délicate qui avait servi lors de sa première rencontre avec le révérend Clément. Cette affaire m'a appris que les crimes les plus atroces ne sont pas toujours commis par les personnes qu'on soupçonne le moins, mais parfois par celles qui ont le plus à perdre en termes de respectabilité sociale. Dolores Bantry n'était pas une criminelle née, mais une femme ordinaire poussée au meurtre par une société qui ne tolérait aucune faiblesse humaine de la part de ses membres les plus en vue. L'inspecteur Cradock écoutait avec attention, fasciné par la capacité de sa tante à tirer des enseignements universels de chaque affaire particulière. Miss Marple poursuivit sa réflexion. Le chantage est peut-être le plus lâche des crimes, car il exploite non seulement les faiblesses humaines, mais aussi les conventions sociales qui empêchent les victimes de chercher de l'aide. Margaret Thornfield a signé son arrêt de mort le jour où elle a décidé de faire de la souffrance de son frère une source de revenus, créant un cercle vicieux de culpabilité et de vengeance qui ne pouvait se terminer que dans le sang. Le destin ultérieur des protagonistes de cette tragédie illustrait parfaitement les conséquences à long terme des choix moraux de chacun.
le révérend Léonard Clément avait trouvé la rédemption dans une petite paroisse du pays de Galles, où son passé douloureux et sa humilité retrouvée en faisaient un pasteur particulièrement compatissant envers les pécheurs repentants. Sa nouvelle congrégation, touchée par sa sincérité et son authenticité, lui avait offert une seconde chance que peu d'hommes dans sa situation auraient pu espérer obtenir. Dolores Bantry, incarcérée dans la prison pour femmes de Holloway, avait sombré dans une dépression profonde qui l'avait conduite à plusieurs tentatives de suicide. Sa beauté aristocratique s'était fanée en quelques mois, la transformant en une femme prématurément vieillie que plus personne ne reconnaissait. Paradoxalement, cette déchéance physique lui avait apporté une forme de paix intérieure, comme si la perte de cette apparence parfaite qu'elle avait tant chérie l'avait libérée du fardeau de maintenir un masque social devenu insupportable. Colonel Arthur Bantry avait vendu tous ses biens en Manistom, Angleterre, pour s'installer définitivement en Nouvelle-Zélande, où il avait épousé en secondes noces une veuve australienne qui ignorait tout de son passé tragique. Cette renaissance géographique et sentimentale lui avait permis de retrouver une certaine sérénité, même s'il portait toujours au fond de lui-même les cicatrices indélébiles de la trahison et du déshonneur. Il correspondait occasionnellement avec Miss Marple, qui restait la seule personne de son ancienne vie avec laquelle il maintenait un contact épistolaire. Ce qui me frappe le plus dans cette affaire, réfléchit Miss Marple en regardant les flammes danser dans l'âtre, c'est que tous les protagonistes étaient des victimes à leur manière. Margaret était victime de sa propre cupidité, Léonard de sa faiblesse humaine, Dolores de l'hypocrisie sociale de son époque. Seul le colonel Bantry était véritablement innocent, et c'est pourtant lui qui a le plus souffert des conséquences de crimes qu'il n'avait ni commis, ni même soupçonnés. L'inspecteur Craddock hocha la tête pensivement, comprenant pourquoi cette affaire avait marqué si profondément sa tante. Au-delà du mystère policier brillamment résolu, elle illustrait la complexité des motivations humaines et les dangers des secrets familiaux qui, comme des bombes à retardement, finissent toujours par exploser au visage de ceux qui croient pouvoir les maîtriser éternellement. Miss Marple avait découvert que St. Mary Mead, loin d'être le havre de paix qu'elle paraissait, cachait les mêmes passions destructrices que les grandes métropoles. En reconduisant son neveu à la porte, Miss Marple lui confia une dernière réflexion qui résumait toute sa philosophie de détective amateur. « Vous savez, Dermot, on me demande souvent comment je parviens à résoudre des énigmes qui défient parfois la police officielle. Le secret n'est pas dans des techniques d'investigation sophistiquées, mais dans la compréhension profonde de la nature humaine. »